Michel Hazanavicius, The Artist, est l'invité de la Grande Galerie francophone. Bonsoir Michel, je vous présente la bande. Bonsoir et bienvenue. Un immense merci d'être avec nous. On va démarrer par une question traditionnelle. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? Très difficile de répondre à cette question parce que c'est très difficile à identifier, mais je dirais que si on prend le truc à l'envers, je dirais qu'un monde sans art serait absolument insupportable. Donc je crois que c'est indispensable. Je ne pourrais pas bien dire pourquoi, mais je crois qu'au fond, on a quand même besoin de beauté, on a besoin d'élévation, on a besoin de questionnement, on a besoin d'être un peu bousculé, et puis on a besoin peut d'être autre chose que des animaux. Donc oui, indispensable. Et vous y êtes tombé très tôt, puis très jeune, puisque vous avez fait une école d'art. On le sait peu, on imagine que vous avez fait des études de cinéma. Vous avez d'abord été The Artist, ou en tout cas apprenti The Artist. Wannabe, non, mais même pas. Je voulais pas vraiment être artiste, mais j'ai fait effectivement une école d'art. À Cergy. À Cergy. En fait, je voulais glander, mais mes parents voulaient que je fasse des études, et comme je dessinais, j'ai été vers ce qui était le plus simple. Et donc, j'ai fait une grande école, une école nationale d'art. Et donc, mon père pouvait crâner en disant « mon fils fait l'ENA », voilà, qui était juste art plutôt qu'administration. Mais voilà. Et alors, l'art, c'est vrai que ça vous accompagne depuis longtemps. On sait assez peu que vous êtes vraiment érudit, qu'en tout cas, vous avez une passion pour la peinture de la Renaissance, par exemple. Grand amoureux de Léonard de Vinci, la Joconde, par exemple. Oui, enfin, grand érudit, là, ça sent un peu l'usurpation. On en a parlé un petit peu avant, donc j'ai peut-être un peu crâné, peut-être. Non, mais vous avez lu vous avez étudié Léonard de Vinci, et notamment la Joconde. Mais la Joconde, en fait, j'aime beaucoup les écrits de Daniel Arras, qui est un grand historien de l'art, très accessible. Et notamment, j'aime beaucoup l'interprétation qu'il fait de la Joconde, qui est qu'en fait, derrière ce sourire énigmatique, etc., pour lui, quand on regarde le tableau, au-delà du portrait... Au-delà du portrait, au-delà du visage, au-delà de ce sourire. Il y a l'arrière-plan. Et en fait, l'arrière-plan, il est divisé en deux parties, la partie droite et la partie gauche. Je vous apprends rien. Et en fait, ces deux parties sont très, très différentes. La perspective est différente et même le type de paysage est différent. Il y en a un qui est très escarpé, un peu violent, et l'autre qui est beaucoup plus calme. Et Arras imagine que c'est deux époques différentes de la Toscane, mais foncièrement différentes. Et il en déduit, c'est assez intéressant, que ce sourire, en fait, il est pile entre deux paysages qui ne vont pas ensemble, et il propose que ce sourire en fait symbolise le passage du temps. Et voilà, j'aime bien cette interprétation. Et la Joconde, c'est un tableau qui influence votre travail de metteur en scène? Non, la Joconde quand même pas, mais le travail des peintres de la Renaissance, et notamment l'utilisation de la perspective, qui est une invention, c'est pas une découverte. On croit que la perspective, c'est les lois de la nature. Pas du tout, c'est une invention, c'est une convention. Et la manière dont les peintres on a 2 minutes là ou... Bien sûr. Ouais, ok. Ah non, mais c'est passionnant. Et ben, la manière dont les peintres de la Renaissance ont utilisé la perspective, notamment dans les tableaux de l'Annonciation, il y a un enjeu théologique assez fort, parce que l'Annonciation, c'est le moment où l'ange Gabriel vient annoncer donc à Marie qu'elle est enceinte de Dieu, ce qui n'est pas accepté par les Juifs, mais qui est justement le point de scission du christianisme. Et donc, comment les peintres ont incarné cette immersion du divin dans le réel, ils ont beaucoup joué avec la perspective. C'est-à-dire que dans tous les tableaux de l'Annonciation, il y a toujours des incongruités, des impossibilités, quelque chose qui n'est pas normal et qu'on ne voit pas forcément toujours, mais vous verrez très souvent au sol, vous avez des carrelages, vous avez des cloîtres qui donnent des lignes de perspective très très fortes. Et en fait, tout ça est assez absurde. Et l'idée d'avoir une image qui est absurde, c'est justement, c'est pas qu'elle est absurde et c'est pas qu'ils ont fait des fautes, c'est au contraire, c'est le divin. Et donc, l'idée de se dire comment dans une image, on raconte quelque chose et on donne un sentiment, comment dire, une information, une saveur,
sans que ce soit perspective. Et ça peut donner lieu, par exemple, à un plan ou à une idée de plan, de cadre bien sûr, dans votre cinéma. Bien sûr. Un mot sur Van Gogh. Il y a un tableau de Van Gogh qui vous est indispensable? Oui, enfin, qui m'est indispensable. C'est vrai que enfin, moi, j'aime beaucoup Van Gogh. J'aime les couleurs de Van Gogh. Oui. Et oui, et puis je trouve il y a quelque chose. Et c'est quel tableau et pourquoi ce tableau? C'est des tournesols sur fond vert. C'est un vase avec des tournesols sur fond vert. Pourquoi ce tableau? Je ne saurais vous dire. Pourquoi il vous fascine? J'ai l'impression, quand je vois un tableau de Van Gogh, que c'est quelqu'un qui ne voit pas la même chose que nous autres. Ah oui. Et, ouais, j'ai l'impression qu'il raconte le monde, enfin, tel qu'il le voit, et qu'il le voit pas du tout de la même manière que nous. Et je trouve ça fascinant. Et celui-ci, l'agencement des couleurs, le vert, le jaune, etc. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui m'émeut, un rapport très direct à cette toile. Alors, il y a l'amateur d'art et puis il y a le dessinateur, Nathalie. Le dessinateur, Michel, parce qu'en effet, selon mes sources, vous êtes entré en relation avec le dessin vers l'âge de 10 ans. Et toujours selon la légende, en dessinant, et ça ne s'invente pas, des pochettes d'albums de mariachi. Hein? C'est vrai? Oui, une pochette, ouais. Ce qui doit être collector. Mais bon, quelques décennies plus tard, vous dessinez toujours pour notre plus grand plaisir. Et vous signez d'ailleurs tout récemment ce film d'animation, La plus précieuse des marchandises. Comment trouve-t-on son style de dessinateur lorsqu'on est un réalisateur? Mais d'abord, j'ai vraiment pas du tout de style de dessinateur. Non, je dessine des choses très différentes, dans des styles très différents. Justement, la pratique du dessin me satisfait beaucoup plus que le dessin fini, si vous voulez. Donc, quand il faut finir un dessin, comme dans ce livre, j'ai plutôt décidé de faire des dessins très sobres. Et j'ai essayé qu'ils soient ressemblants aux gens que je voulais. Les carnets d'Ukraine. Voilà. Donc il peut y avoir un côté un peu dessinateur de Montmartre, mais ça me va très bien. Pour La plus précieuse des marchandises, c'était un film d'animation, donc il fallait aller vers quelque chose de plus simple à dessiner pour tout le monde et dans un style animable. Et puis moi, pour mon plaisir, moi dans mes carnets à moi, j'ai des dessins qui ne se ressemblent pas du tout les uns les autres. Et on vous voit travailler d'ailleurs. Pierre? Est-ce que vous dessinez, est-ce que vous storyboardez à la main vos films, par exemple? Oui. Là, je viens de finir un storyboard parce que c'est complètement dérisoire, c'est absurde parce que normalement, je fais des dessins très. Un storyboard pour les non-initiés ou les non-cinéphiles, c'est une sorte de bande dessinée où on fait plan par plan des dessins qui seront ensuite le film. Oui, c'est un croquis par plan en fait, en gros. Ça vous donne les cadres, ce qu'il y a dans le plan, le nombre de plans par séquence, etc. Mais normalement, je fais ça très simplement, très vite, quoi. Ce sont des croquis. Et là, pour le film que je fais, comme il y a vraiment un travail sur la lumière et tout, je me suis mis à pousser un peu quelques dessins. Du coup, j'en ai poussé d'autres. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, je fais tout. Et du coup, j'ai un storyboard, mais j'ai compté, je crois que c'est entre 600 et 700 heures de travail, ce qui est absurde. 700 heures de travail de dessin. Ça ne sert à rien pour faire un film. Enfin, vous pouvez passer 700 heures à dessiner et faire une bouse à la fin. Ça vous rassure? Ça n'a rien à voir. Non, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas. En tout cas, on a hâte de voir ça. J'avais le temps de le faire, donc je l'ai fait. Mais franchement, c'est un peu dérisoire. Hein. Et vous l'avez fait pour The Artist? Pas autant. J'ai fait, oui, mais c'est des croquis. J'ai fait simple. Oui, tous mes films sont storyboardés de bout en bout. Ouais. Et on pourrait les voir? Si vous avez un peu de temps, oui. On en a non seulement le temps, mais très envie. Okay. Et donc, on organisera ça dans la Grande Galerie francophone. Okay. Margot? Oui, on a très envie, surtout quand on voit que le dessin est au cœur de votre livre Carnet d'Ukraine. En novembre 2023, donc vous êtes rendu à Kiev et dans le Donbass. Vous avez rencontré des soldats qui résistent face aux attaques russes. Ce livre, c'est un recueil de témoignages. Vous avez rencontré ces soldats, vous racontez leur histoire, et puis vous avez dessiné a posteriori leur visage. Pourquoi utiliser ce médium? Pourquoi, je crois que vous avez d'abord pris des photos puis dessiné. Pourquoi utiliser le dessin? Est-ce que ça renvoie de façon plus profonde leur faim, leur tristesse, leur fatigue? Pourquoi utiliser le dessin? D'abord parce que je suis pas un très bon photographe, à vrai dire. Enfin, je suis pas comme dessinateur. Je ne sais pas, mais en tous les cas,
Le problème pour moi de la photographie, c'est que j'arrive pas vraiment à faire un choix de ce que j'ai vraiment envie de raconter d'une personne. Le dessin, vous mettez ce que vous voulez, du fond, des vêtements, etc. Donc il y a une hiérarchie des informations que vous maîtrisez, enfin que je maîtrise plus que pour la photo. Et puis par opposition à un film ou un documentaire que j'aurais pu faire, parce que c'est mon métier de base, le fait est que c'est une œuvre caritative dans le sens où les droits d'auteur et les droits d'éditeur sont reversés sur une plateforme de dons, United 24. Quand vous faites un film, vous engagez des gens, ça coûte de l'argent, etc. Là, je n'ai engagé que mon temps. Et donc, j'y ai été avec des carnets et des crayons. Et voilà. Et des crayons, et c'est d'ailleurs assez fascinant parce que ce sont beaucoup de rencontres. Il y en a une notamment, une marquante avec ce personnage qu'on voit qui est un comique. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ça m'a marqué ? Oui, pourquoi ? Et décrivez-nous ce visage qui est... D'abord, quand on regarde donc c'est beaucoup de combattants, comme vous l'avez dit, et c'est sur le front. Oui, c'est sur le front. Ouais, et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient je les ai quasiment tous dessinés un peu souriants. Et le comique, il n'est pas du tout souriant. Il y a un autre visage, par exemple, une autre rencontre. Colia. Colia. Colia, c'est un des personnages les plus. C'est l'un des personnages les plus importants. C'est lui qui m'a amené là-bas. C'est lui qui m'a proposé de faire ce voyage sur le front, et c'est lui qui l'a organisé. Et donc voilà. Puis et ça, c'est un dessin d'après photo. Ouais. Mais vous leur demandez de poser ? Non, je prenais. En fait, on se rend. Non, parce que vous êtes vraiment un artiste là pour le coup. Enfin, c'est à la fois ressemblant, mais il y a une humanité, c'est vrai, comme le disait Margot, qui se dégage de ces dessins tout simples avec un crayon. Mais j'aime bien l'idée c'est une gomme à taille-crayon, un crayon à papier. Enfin, c'est rien. Et en fait, du coup, sur le moment, quand j'étais avec eux, cette simplicité là entre nous, ça crée quand même ça a créé des moments d'intimité que je n'aurais pas pu avoir, je crois, avec une caméra. Et d'ailleurs, à un moment, il y en a un qui dit sourire, ça m'évite de pleurer. Ça m'a tellement frappé cette phrase. Et on ne voit que ces sourires dans vos dessins. Le dessin permet ça. Oui, après, alors lui, il était comme ça. Après, les gars, ils sourient, c'est-à-dire que c'est une situation effroyable, mais c'est aussi une situation de vie pour eux. Et la vie, elle passe, et les gens, ils sourient, ils rigolent, et tout ça, même dans des trucs... et puis, c'est même plus compliqué que ça, parce que je vais vous dire, c'est qu'il y a nous, on a une vision de la guerre qui est forcément atroce, forcément... tout est négatif, etc. Mais ce que j'ai vu, c'est que les gens qui y étaient... Ils ont de l'espoir, parfois. Ils ont de l'espoir. Dans la résistance, il y a... Ouais, mais c'est même... ils trouvent des choses belles, quoi. C'est-à-dire la solidarité, s'engager sur des causes qui sont plus grandes que vous, défendre, écrire l'histoire. Tout ça, c'est des choses qui procurent, je ne sais pas, le plaisir, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui procurent quelque chose qui n'est pas négatif. Et qu'on trouve donc dans ces carnets d'Ukraine que je recommande vraiment chaleureusement, de Michel Hazanavicius. C'est donc chez Alary Éditions. Et c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que ça raconte autrement que sous forme de documentaire ou sous forme d'information pure, un rapport à ce qui se joue d'essentiel pour nous et pour nos démocraties sur ce front de l'Ukraine face à la Russie. Oui, l'idée, c'était vraiment d'être à hauteur d'homme et de femmes d'ailleurs. Et vous savez, quand on dit il y a eu 150 morts, c'est un peu une abstraction. Mais si vous dites il y a eu un mort, plus un mort, plus une morte, plus un mort, et si vous prenez le temps de dégrainer ces 150 personnes par unité, l'un après l'autre, ça n'a pas la même valeur émotionnelle. Donc l'idée, c'est des unités, c'est des individus les uns après les autres.